Vous écoutez le podcast Apprendre le dessin, épisode 10. This is it. Bienvenue sur le podcast Apprendre le dessin avec Yo, le podcast qui vous dévoile les secrets des plus grands artistes. Parce que le talent, ça s'apprend. Hey guys, bienvenue dans l'épisode 10 du podcast Apprendre le dessin. Aujourd'hui j'ai pas mal de choses à vous dire avant de passer à l'interview du jour, parce que tout d'abord je voudrais vous remercier pour tous les beaux messages que vous m'avez envoyés suite à mon film sur Michael Jackson. Ça m'a fait trop plaisir, je m'attendais pas du tout à une interaction. Et au moment où j'enregistre le podcast, on est à peu près à 5000 vues en 15 jours, donc c'est un record pour ma chaîne pour l'instant. Bon là, encore merci, trop merci. Et j'ai une bonne nouvelle, je vous annonce qu'il y a les sous-titres anglais qui arrivent pour le film. Quelqu'un s'est gentiment proposé de m'aider pour traduire le film et mettre les sous-titres sur YouTube. Donc voilà, a priori ça sera courant la fin du mois ou le mois prochain. Et le film sera accessible du coup au monde entier. Donc un grand merci à Cindy Marin-Martelas qui m'aide en ce moment même à traduire tout le film. Avant que j'oublie, à la fin de l'épisode, comme d'habitude, il y aura le tirage au sort du gagnant du dessin de Anna Lubinski. Donc restez bien jusqu'au bout. Autre bonne nouvelle, maintenant que j'ai accouché de cette montagne, de ce méga vlog, je vais enfin pouvoir me remettre sérieusement aux vidéos de dessin, aux tips, etc. Ça va être cool. Sur la page Facebook, les Artists of the Day ont repris. Tous les jours, vous pouvez découvrir un nouvel artiste. Et en parlant d'artiste, l'artiste que je reçois aujourd'hui dans le podcast est incroyablement talentueuse. Il s'agit de Sophie Zouran, que vous avez peut-être découvert dans le vlog sur Michael Jackson. Celle qui a réalisé le tableau que vous voyez à la fin de la vidéo. Il est absolument magnifique, et puis maintenant il est accroché dans mon salon. J'ai pu lui donner un nom, je l'ai nommé Learn from the Greats. Si vous regardez le méga vlog, vous comprendrez. Par contre, Sophie, si tu écoutes le podcast, t'as oublié de me le signer, donc va falloir qu'on corrige ça, parce que si je dois le revendre dans plusieurs années pour des millions de dollars, il faut qu'il soit signé, tu vois. Dans le podcast, on va parler de son parcours, de son travail d'animatrice, parce que Sophie est une des rares animatrices à avoir été directement embauchée en tant qu'animatrice main après le stage de MacGuff. En tout cas, c'était la première. Et on va parler de ça, on va parler de ses autres passions, notamment de la peinture à l'huile évidemment. On va parler de Nicki Minaj. Donc bon, ça vaut le coup de rester jusqu'au bout. Donc voilà, on est parti. Sophie Zouran est dans le podcast Apprendre le dessin. Salut Sophie. Bonjour. Ça va ? Ça va. Alors c'est la première fois que je vais faire un podcast où j'ai préparé aucune question. Mais je commence Sympa. Ouais, c'est cool. Hein. Ça me met super à l'aise. Bah oui, comme ça c'est plus une discussion tranquille. Ouais. On vient de tourner un peu le vlog là, parce que tu es en train de faire un tableau pour le vlog sur Michael Jackson. Mm-hmm. Donc merci de faire ce Ouais, ce pas de problème, merci à toi. Hein. Bah, c'est super, en plus j'avais découvert tes peintures du coup c'était sur Facebook, je pense que tu avais partagé la peinture des Tortues Ninja. Ouais. Donc on va parler de tout ça, mais on va revenir au début. Tu viens d'où, t'es né où, et en fait quand est-ce qu'est venu le dessin dans ton enfance ? Alors, moi je suis née à Soissons, donc c'est une ville au nord de la France, pas très loin de Paris. Et en fait, dans ma famille, ma mère s'est dessinée, toute sa famille s'est dessinée. Du côté de mon père, c'est zéro, personne s'est dessiné. Et quand j'étais petite, en fait, je dessinais énormément avec ma mère. Donc, en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on se partageait les dessins, on se faisait limite des BD, en fait. Genre, elle dessinait, elle aimait bien dessiner les personnages à la Disney. Elle a toujours voulu justement travailler dans les dessins animés Disney, coloriste et tout, ça lui plaisait bien. Mais à l'époque, il n'y avait pas de formation pour ça. Elle est devenue ou pas ? Ah, pas du tout. Ma mère, elle a jamais pu faire ça. En fait, d'ailleurs, elle est très heureuse de ce que je fais maintenant, puisque elle, c'est ce qu'elle a toujours voulu faire, rêvé de faire. En fait, à l'époque, c'était très mal vu de dessiner comme ça, juste pour le loisir. Elle me raconte toujours une anecdote où, en fait, quand elle était jeune, elle dessinait. Et il y a sa mère qui arrive derrière elle, comme ça, et qui fait c'est quoi ça ? C'est le dessin. Enfin, tu vois, genre, c'est pas du travail, quoi. Et du coup, elle dessinait pas. En cachette, quoi, presque. Ouais, elle dessinait comme ça. Puis en plus, de toute façon, il y avait pas vraiment de challenge, elle me disait, parce qu'il y a tout le monde qui savait dessiner dans la famille. Dans sa famille. Donc, quand tu montrais un dessin, ils étaient là, ouais, c'est bien et tout. Tu vois, donc. Ah ouais, d'accord. Enfin, voilà. Et donc, du coup, elle dessinait les personnages, et moi, je dessinais des animaux en général. Et Et puis on faisait des genres d'associations, tu vois, elle dessinait une femme qui faisait, je sais pas, qui promenait son chien, et moi je faisais le chien, enfin tu vois. Et enfin voilà, et du coup, je dirais, grâce à ma mère, elle m'a initiée un peu au dessin. T'as baigné dedans tout de suite en fait alors. En fait ouais, moi je me souviens, j'étais sur la table de ma cuisine, j'étais petite, puis on était là, on dessinait toutes les deux, franchement c'était super. Et ce que je faisais beaucoup aussi,
c'est que quand j'étais à la maison, par exemple pendant les grandes vacances, j'allais au centre ARM et des fois je restais à la maison. Et ce que j'adorais faire, c'était regarder la télé et il y avait les téléfilms de l'après-midi là, enfin les machins sur M6 là. Tu sais, l'été, il y a les téléfilms et tout, machin. Pour enfants un peu, pour les jeunes. Non, tu sais, c'était des téléfilms genre allemands, tu sais, le truc allemand, le truc un peu cheap et tout là. Qui passe l'après-midi, genre une histoire d'amour, enfin je sais plus, enfin il y avait 3 téléfilms. Des trucs qualitatifs quoi. Ouais, et moi, ma mère, donc elle était tout le temps là parce que ma mère elle a jamais travaillé en fait, elle s'occupait de nous et tout. Et elle était là, elle nettoyait la maison, machin. Et moi j'étais sur la table de la cuisine, pareil. Et en fait, j'allais à la télé et je dessinais en fait. Et je faisais des Ce que trucs. tu voyais à la télé ? Non, je dessinais. Alors je dessinais des trucs un peu gore. Et j'ai même demandé. Ouais, je dessinais des chiens, genre des cerbères avec des cadavres d'antilopes sur le côté. J'ai même demandé à ma mère. Tu t'es jamais demandé genre si j'avais un problème t'emmener chez le psy. Ouais, c'est ça. Elle me fait non, moi quand j'étais petite je dessinais ça aussi, des lions et des grandes dents, enfin bref. Donc c'est de famille. Ouais. Du coup voilà, j'ai toujours aimé dessiner même des illustrations, des petites histoires en une illustration. Ouais. Genre un dragon qui par exemple, je me souviens d'un dessin que je faisais, c'est un dragon qui avait une valise et en fait on voyait des mains et des jambes dépasser de la valise et genre je sais pas, il était là, il était content et il partait en vacances, je sais pas quoi. C'est quoi, c'était sa bouffe ? Ouais, je sais pas, il avait dessus des gens, que des petits trucs comme ça, beaucoup de dragons, je dessinais beaucoup de dragons à l'époque. Et du coup, tu t'es dit tout de suite que tu voulais en faire un métier quand t'étais enfant ou... Bah ouais, en fait, après moi je connaissais pas vraiment les métiers qui pouvaient déboucher sur le dessin. Quand j'étais au collège, la première chose qui m'est venue à l'idée c'était je vais faire prof d'art plastique, tu vois. Ah ouais. C'est la première chose qui m'est venue à l'idée parce que tu vois, j'étais au collège, je savais pas ce qui pouvait exister comme métier. Et après, comme j'aime beaucoup le jeu vidéo, il y a un jeu en vidéo en particulier qui m'a donné envie de faire un métier, c'est character designer. Tu fais les personnages, tout ça, Et comment tu l'as découvert ce métier-là ? Et bien justement, en fait, grâce à God of War, le jeu vidéo, j'étais tellement à fond que en fait, j'ai regardé les artbooks, tout ça, les dessins, les livrets, tu sais, à l'époque c'était des livrets dans les jeux vidéo, là, les boîtes. Et je recopiais en fait les concepts, les concept art des personnages et tout. Et c'est là après je me suis renseignée et je me suis dit c'est ça que je veux faire, c'est du dessin dans les jeux vidéo en fait. Je connaissais pas vraiment le terme avant. Character designer. Ouais, je connaissais pas trop le terme. Je crois que j'étais en 4ème. En fait moi dès la 4ème, 3ème je savais ce que je voulais faire. C'était ça, je voulais faire du dessin pour les jeux vidéo. Mais je voulais pas faire 3D. Ça, c'est un truc qui me répugnait. Genre, j'étais là, non, la 3D c'est nul, je veux pas être dans la 3D quoi. Et en plus, je connaissais. Et pourquoi ? Bah, parce que en fait, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, tu vois, concept art, tout ça, j'ai regardé un peu, tu vois, de ce qui découlait dans ce métier-là, tu vois. Et j'ai vu qu'il y avait des trucs en 3D qui se faisaient, tu vois, et ça m'attirait, mais pas du tout quoi. Tu sais, les trucs sur ordinateur, tout ça, pour moi c'était un peu flou, tu vois. Pour moi, je voyais des trucs sur ordinateur un peu moches, tu vois, tu sais, pour l'époque et tout. Ça m'intéressait, mais alors pas du tout. Moi, je voulais vraiment rester dans la 2D, le dessin. Et du coup, donc dès la 3ème, je savais ce que je voulais faire. On a même été dans tu sais, le conseil d'orientation, là. Ouais. J'ai eu un rendez-vous j'y ai été avec ma mère et tout. Ma mère, elle me soutenait à fond. Elle m'a soutenue depuis toujours, en fait. Pour faire un métier. Ouais, parce qu'en fait, comme elle s'est toujours dit, moi, je veux que mes enfants aiment ce qu'ils fassent comme métier, tu vois. Ouais. Donc du coup elle m'a toujours soutenue, puis elle en plus comme elle a un peu la fibre artistique, tu vois, elle sait ce que c'est, elle a toujours voulu faire ça aussi, elle voulait vraiment pas, tu vois, elle voulait pas que moi je subisse ce qu'elle a vécu dans son enfance, tu vois, un peu frustrée et tout. Ouais. Et donc on m'a dit, à l'époque que c'était un peu compliqué, et en fait, donc j'étais au collège, et du coup au lycée je me suis orientée vers un bac STI, art appliqué, donc vers le dessin. Ouais, quand même. Bah à l'époque oui, je crois que parce que tu sais je me souviens donc t'avais bac L, bac S, bac ES, ce que j'ai failli faire d'ailleurs parce que mon père était pas du tout pour que je fasse un bac STIR appliqué parce que il avait peur en fait. Il se disait qu'est-ce qu'elle va faire comme métier. Lui il me voyait en fait dans les rues de Montmartre faire des dessins, tu vois, enfin pour lui c'était alors lui tu vois mon père c'est vraiment pour lui c'est totalement inconnu ce genre de métier, enfin ouais, c'était un peu beaucoup de gens hein, ouais, c'est un peu comme les parents de ma mère, tu vois, c'est pas concret en fait, tu vois, c'est pas c'est du vent quoi, enfin voilà, c'est pas tu peux pas gagner ta vie ouais, c'est ça, voilà. C'est un loisir, ça paraît compliqué de gagner sa vie avec quoi. Mais ma mère elle a soutenu, elle a fait si machin, et du coup j'ai pu faire
de justesse ce bac STR appliqué. Ça arrive souvent que les parents ou d'autres générations avant comprennent pas, enfin, considèrent que les métiers qu'on fait, c'est des métiers un peu dangereux. Ouais. Intermittent du spectacle, tout ça. Ouais. Avec le recul, t'en penses quoi de ça? Tu penses que c'est justifié, cette peur, ou en fait, après tout, c'est un métier comme un autre. Si tu fais des études et que tu travailles, donc du coup, que t'es quand même bon dans ce que tu fais, bah, tu vas trouver du travail et tu vas pouvoir vivre assez facilement. Enfin, moi, j'ai toujours trouvé que c'était un petit peu disproportionné, cette peur des métiers artistiques, en fait. Le fait d'être intermittent de spectacle, tu veux dire? On peut le dire parce comme ça. Parce que, en fait, après, nous, c'est différent parce que tu sais, t'as les intermittents de spectacle qui travaillent dans le théâtre. C'est sûr, non, c'est pas pareil. Je parle tu vraiment parles dans le dessin. Dessin, cinéma, animation, tout ça, ou même cinéma. Moi, je pense justement que c'est une chance, en fait. Moi, pour rien au monde, par exemple, je prendrais un CDI. Parce que je trouve qu'en fait, intermittent du spectacle, justement, tu peux déjà faire ce que tu aimes, déjà comme métier. Mais, je sais pas comment expliquer, mais... Enfin, tu t'es pas contraint, en fait, tu vois. Toute ta vie, tu vas pas faire la même chose. C'est très varié, en fait. Ouais. Dans notre métier, on est sur une prod qui dure 1 an et demi, ou tout au plus, tu vois. Après, bon, bah voilà, c'est comme... En fait, faut pas croire, mais c'est quand même assez psychologiquement intense comme métier. Enfin, je veux dire, on se donne, quoi, tu vois. Et on travaille beaucoup et du coup, après, on peut prendre des vacances, tu vois. Et en fait, on est un peu libre, tu vois, par rapport à ça. Alors, ok, on n'a pas les avantages du CDI, du genre vacances payées, RTT, je sais pas quoi, là, enfin... les 13e mois ou je sais pas quoi, enfin... Mais moi, je trouve que si tu te... Alors, en fait... avantages. Alors, le problème, aussi, c'est que je pense que si tu te démerdes bien dans ton métier, si t'es bon, tu pourras... En fait, le fait d'avoir peur de pas avoir de travail après, je pense que ça va, en fait. Puisque comme t'es bon, bah, tu vas être demandé, en fait. C'est vrai que pour les gens qui se lancent là-dedans et que, bon, ils ont encore un peu de mal, tu vois, ils ont besoin encore d'expérience pour, tu vois, se faire au métier, tout ça, c'est vrai que je comprends que la peur soit justifiée. En fait, je pense que cette peur, elle vient de l'idée qu'il faut du talent, que si t'as pas de talent, tu vas être un artiste qui va jamais réussir. Et ils oublient toujours cette notion de travail. Et quand les parents, ils sont toujours rassurés si tu vas faire études de médecine, tout ça. Mais bon, t'as 10 ans de médecine où tu vas apprendre un métier, où tu vas apprendre ce sur quoi tu vas bosser. Donc, c'est la même chose avec les métiers d'art. Tu vas faire des études, tu vas travailler, tu vas dessiner tous les jours et tu vas devenir bon, en fait. Donc, il y a cette idée de talent qui, du coup, à mon avis, fait peur aux anciennes générations, peut-être encore aujourd'hui, j'en sais rien. Mais je pense que c'est ça qui fait qu'on a cette image de métier à risque. Parce que si tu réussis pas, si ton travail plaît pas aux gens, tu vas pas gagner d'argent. Mais ça marche pas comme ça, en vrai. C'est plus safe que ce que certaines personnes pensent. Oui, en fait dans les écoles, on apprend un savoir-faire, finalement, tu vois. Par exemple, t'as les écoles de 3D, exemple. Bon, bah, c'est un savoir-faire que tu apprends parce que tu apprends les logiciels, tu apprends tout un tas de trucs qui vont faire que tu vas pouvoir travailler dans telle et telle boîte qui utilise justement ce logiciel et que il y a personne d'autre qui peut le faire puisque tu as fait une formation pour, justement. Donc oui, en fait, mais je pense que c'est encore très très méconnu. Tu vois, c'est un peu comme le métier de youtubeur, finalement, tu vois. Youtubeur, au final, les gens, ils sont encore là en train de se dire mais ça, c'est pas un métier. Un diplôme ou pas? Faut un diplôme. Mais oui, c'est ça, tu vois. Donc je pense que, mais petit à petit, peut-être que ça va. Les gens ont peut-être moins peur de se dire il veut faire, je sais pas, du concept art dans le jeu vidéo, ou même travailler dans le jeu vidéo, tu vois. Moi je disais travailler dans le jeu vidéo, tu vois. Les gens ils rigolaient. Tu vois. Je veux faire du dessin animé. Ouais, bah voilà. Mais du coup, les gens, ils se demandent quoi, dessin animé, ou même, tu te dis... Ou alors... Après, surtout, alors, je sais pas du coup quel âge tu as, mais... T'as quel âge? Il a 27 ans. Ouais. Bientôt. Non, mais moi, quand j'étais gamin, il y avait que Disney, tu sais. Il n'y avait pas encore la 3D. Enfin, ça arrivait vraiment en 96 avec Toy Story, mais il n'y avait pas encore tout ce nouvel âge d'or de la 3D. Donc, à l'époque, il y avait vraiment l'idée où si tu fais du dessin animé, tu vas à Disney, ou tu bosses pas, ou alors tu fais des petites séries, peut-être... Tu vois, Albert le 5e mousquetaire, des trucs comme ça. Mais... Ouais, les petits trucs. Mais ce qui est cool, j'adore Albert. Mais il y avait cette idée que, en gros, t'as le Saint Graal, Disney, et puis t'as rien d'autre. Ouais. Avec la 3D, il y a eu une explosion, en fait, qui a donné beaucoup de boulot aux gens, en fait. Et ça a fait moins peur, je pense, après. Ouais, c'est encore un peu le cas maintenant, en tout cas pour les étudiants. Le Saint Graal, en tout cas pour les gens qui travaillent dans le cinéma d'animation,
par exemple. Le Saint Graal, ça reste quand même pour les étudiants, Pixar, Disney, tu vois, les gros trucs qui ont aussi fait notre enfance, tu vois. Tu vois, c'est un peu un rêve d'enfant de se dire putain, moi je travaille. Il y a d'autres options. Et moi, par exemple, je te le cache pas que quand j'étais étudiante, c'était le Graal pour moi, tu vois. Enfin, c'était l'un de mes objectifs, c'est aller à Pixar ou à Disney. Ouais. Et en fait, plus je travaille dans l'animation, et plus je me dis que non, je suis très bien là où je suis maintenant. Franchement, je préfère rester en France avec là où je travaille. C'est parfait, tu vois. Mais moi, je comprends que pour les étudiants qui sortent d'école, ils sont là, ils veulent vraiment toucher à la perfection, parce que c'est vrai que quand tu regardes un Disney ou un Pixar, c'est quand même, enfin les gars, ils savent écrire des histoires quand même, enfin je veux dire, ils sont pas, c'est pas les blaireaux quoi. Tu vois. Là attends, revenons un peu à, du coup après ton bac, du coup t'as commencé direct dans une école, t'as fait une prépa, t'as fait... Alors donc après mon bac, moi c'était toujours aussi clair, je veux travailler dans les jeux vidéo. Donc je commence à regarder des écoles, c'est à ce moment-là en fait où tu cherches les écoles en ligne et tout, là, tu te renseignes et tout machin. Et le problème, toutes les écoles qui font ça sont à Paris. Et moi mes parents c'était hors de question que j'aille à Paris, ils voulaient pas, non. Ils étaient là, non. Ouais bah oui. Moi j'habite dans, c'est une ville de campagne moi, là où. Mais t'avais quel âge ? Bah j'avais l'âge de quand j'avais fini le bac, alors j'ai redoublé, j'ai dû le repasser, mais du coup je devais avoir, je sais pas, 18 ans. 18 ans, majeur. Oui, voilà, même majeur, tu me fais marrer toi. Quand t'es étudiant, bon les parents, que tu sois majeur ou pas, ça reste quand même, tu vois. Enfin pour mes parents en tout cas, c'était, en fait, le problème c'était Paris, donc t'avais la ville, c'est super grand tout ça, ils avaient un peu peur de ça, et c'était le logement, l'argent surtout, enfin moi j'étais étudiante, mon père il est ouvrier, ma mère était, elle s'occupait de nous, elle avait pas de travail, donc elle s'occupait de ses enfants, donc donc t'avais l'argent aussi, les loyers à Paris, c'est très cher. Et ma mère était là, elle me faisait marrer parce qu'elle me disait « Oh, il y a sûrement une école dans le coin ». Enfin, elle était à milieu de savoir que tout se passe à Paris, tu vois. Du coup, t'as fait quoi ? Et j'ai cherché très longtemps. Et à un moment donné, j'ai trouvé une école à Amiens. Donc, ville plutôt sympa. Mais qui faisait de la 3D. C'est quoi l'école ? Wedsum. Wed, comme la fleur. Fleur bleue, enfin bref. C'est une école publique. En fait, qui est rattachée à une école d'art qui s'appelle l'ESAD. Donc l'ESAD à Amiens, ils font de la calligraphie, enfin ils font tout un tas de trucs. Et en fait cette école-là est rattachée, donc l'ESAD normalement, je crois qu'elle est publique cette école, donc Wedsum est aussi publique, donc c'est quoi, ça doit être 800 € l'année, un truc comme ça. Je crois que c'est comme une fac, enfin bref. Ouais, c'est pas cher. Bah contrairement à toutes les écoles qu'il y avait sur Paris où c'est, je sais pas, 3-4 000 € l'année. C'est public quoi. Voilà, donc du coup je fais, moi j'étais pas au courant de tout ça en fait. Donc je faisais des recherches, tout ça, bon c'est vrai que j'avais vu les prix des écoles à Paris, je fais, allez quand même, c'est cher. Là, 800 € l'année, bon déjà ça va plus tout de suite à mes parents, tu vois. Je regarde un peu le programme et je me dis, non, ils font de la 3D, tu vois. Et moi, la 3D, c'est mort, je voulais pas en faire, c'était hors de question, quoi. Et au final, on y a été, on a eu un entretien, moi j'étais avec ma mère, tout ça, machin, on a vu le directeur pédagogique, très gentil, Philippe Babi. Et en fait, l'école était nouvelle. Elle venait d'ouvrir il y a... elle venait d'ouvrir, en fait. Et en fait, au début, ils formaient que les gens qui étaient en soit chômeurs, soit ils voulaient se réorienter. Donc c'était une formation de 9 mois. Donc il y avait des intervenants qui connaissaient un peu les logiciels, tout ça, et donc du coup, les gens qui venaient là-bas pour faire la formation, en fait, ils faisaient, l'objectif c'était de faire un petit court-métrage. Voilà, je sais pas... Sur toute ta formation. Donc en fait tu apprenais tout le spectre de la 3D, c'est-à-dire que tu apprenais donc à faire ton perso, à modéliser le personnage, à le riguer, à l'animer. Bah oui, justement, du coup, il y avait du concept quand même, tu vois. Enfin, il fallait vraiment que tu imagines tout de A à Z. Donc tout ça sur 9 mois. Et le directeur pédagogique m'avait expliqué que maintenant, comme il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient intéressés par la formation, en fait, ils allaient ouvrir une formation qui allait se faire en 3 ans pour les étudiants. Donc moi, je suis mais super, parfait, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, à l'époque, j'étais partante. Donc il n'y avait pas de concours, rien, c'était vraiment sur un entretien, parce qu'en fait comme elle venait d'ouvrir, c'est ça, voilà, donc c'était vraiment tout nouveau quoi. Donc c'était ok, tu vois, moi j'avais juste montré mes dessins, tout ça, il m'a dit ouais si c'est cool, vas-y, on est chaud, tu vois. Et en fait j'ai loupé mon bac, et
Et comme c'est une école publique, il faut le bac pour rentrer dans cette école. Et j'étais dépitée. Vraiment, parce que moi, mon lycée, j'en pouvais plus. Enfin, je voulais juste me casser, tu vois. Enfin, je voulais vraiment passer à autre chose. Et j'étais dépitée, alors que pourtant je voulais pas du tout faire de 3D, tu vois. Ouais. Tu vois. Et pourtant ça m'avait mis, tu vois, j'étais là, j'étais bien. Tu voyais déjà de l'autre côté de la barrière. Parce qu'en fait, frontière du puis, bac. c'est ça, voilà. Et puis en plus, il m'avait expliqué que il y avait pas que de la 3D, tu vois. Enfin, vraiment, il y avait tout le spectre et tout, cinéma d'animation. Du coup, on avait un peu parlé de cinéma d'animation. Mais tu sais qu'à cette époque, moi, je n'avais pas du tout entendu parler d'animation, tu vois. C'était là, de l'animation, dessin animé. Ouais. Ouais, enfin, non, pour moi, c'était que dessin, tu vois. Bref, donc j'ai repassé mon bac, je l'ai eu, j'ai tout fait pour l'avoir d'ailleurs, et puis c'est là que j'ai repostulé dans cette école-là. Et là, cette fois-ci, il y avait un concours d'entrée. Parce que du coup, il y avait des gens qui étaient intéressés, qui avaient entendu parler de cette école, etc. Bon, ça, je connaissais le directeur pédagogique qui m'avait reconnu. Il avait vu que j'étais motivée, donc c'est cool, tu vois. Et au final, j'ai réussi le concours et je suis entrée dans cette école. Donc c'est une classe de 12 élèves. Et il y avait en plus les gens de la formation en 9 mois. Donc en fait, on était ensemble, tu vois. Parce qu'il avait pas arrêté en fait la formation en 9 mois. D'accord. Donc ils étaient tous dans cette classe. Et en fait, il y avait qu'une promotion qui était au-dessus de tout. Et bah celle où je devais aller, vraiment, si j'avais mon bac, tu vois. Mais en fait, au final, je suis plutôt contente d'avoir loupé mon bac, on va dire. Parce que déjà, j'ai appris plus de trucs dans ma dernière année de bac, repassage de bac, que, tu vois, j'avais vraiment travaillé, tu vois. Et surtout que la première promotion de mon école, du coup, Watson, c'était un peu une année crash test finalement, parce qu'ils avaient jamais... c'était la première fois en fait, donc il y avait des trucs en fait qui allaient pas trop, tu vois, mais bon. Et au final, je tombais sur une bonne promotion, enfin il y avait des trucs cool. Il y avait des trucs qui nous étaient permis, qui ne sont plus maintenant d'actualité, dans les promotions là actuelles. Donc je suis plutôt contente. Ouais. Comment ça s'est passé alors les 3 ans de Watson? Ouais. Alors, c'est cool. Comme je te dis, on a pris vraiment tout le spectre de la 3D. Donc, pour le cinéma d'animation ou autre. Enfin, plus pour le cinéma d'animation quand même. Donc, on a appris les logiciels Maya, à animer, à riguer. Et donc, la première année, on devait faire une incrustation en fait, tu devais faire un personnage, tu devais l'incruster dans des images réelles, tu vois, donc la FX. Ouais. Et en deuxième année, tu devais faire ton court-métrage personnel, donc tout seul. Donc ça, c'est ce qui m'a plu beaucoup. Un film par élève. Exactement. Ah ouais. C'était... Donc pas de travail d'équipe alors? Non, le travail d'équipe, c'était en 3e année. D'accord. Voilà. Et ensuite, on avait le diplôme à la fin de la 3e année, qu'on passait en groupe. Du coup, on montrait notre film d'équipe. Et ensuite, on avait le choix. Donc si on avait le diplôme, soit on faisait la 4e, 5e année. Ah ouais. Pour le diplôme, soit on pouvait choisir, on pouvait faire un stage ou on pouvait arrêter, enfin comme on voulait quoi. Moi j'avais décidé de continuer, mais dans l'objectif de faire un stage en fait, pour pouvoir, parce qu'en fait il y avait beaucoup de ma promo en fait que dès la rentrée, dès septembre ils avaient déjà trouvé un stage, tu vois. Et moi en fait dès la 4e année en fait t'es totalement autonome. T'as juste les intervenants qui viennent te checker un petit peu dans ta spécialité. Moi du coup je m'étais spécialisée en animation. Et ensuite, moi j'étais sur ma bande démo, genre il fallait que je fasse une bande démo. Voilà. Et au final, j'avais postulé pour faire un stage à Illumination MacGuff. J'ai été prise, et voilà. Et ensuite. Ouais. Donc ça s'est enchaîné parce que du coup, t'as été embauchée à la suite du stage. Donc c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et donc comment ça s'est passé le stage à MacGuff? C'était cool. Moi, je suis arrivée en stage, c'était. Sur la vie des bêtes, Secret Life of Pets. Secret Life of Pets. C'est bizarre, mais je le dis en français. Ouais, Pets. On dit Pets. Mais comme des bêtes en français. Comme des bêtes en français, ouais. Comme des bêtes, oui, c'est ça, je crois que c'est comme des bêtes. Donc c'est cool parce qu'en fait, moi, notre film de fin d'année en groupe, c'était un tigre, un genre de tigre avec des plumes là, qui se baladait dans un univers désertique. Et qui faisait des pirouettes, machin, enfin, qui courait comme un jaguar, un tigre, enfin bref, un félin quoi. Et du coup, moi, ma bande démo, j'avais plein de body mécanique sur ça en fait. Et quand j'ai postulé à Guff sur le film la Secret Life of Pets, ils ont vu que je faisais de la body mécanique d'animaux, donc ça tombait pile poil en fait. Ouais. Ça tombait. Eu de la chance. Ouais, voilà, cool. C'était de la chance incroyable quoi. Donc voilà, donc j'étais en stage. Au début, je faisais en fait, je touche au rig. Ils m'ont donné des persos et moi j'animais. Je faisais des pauses en fait. Et
Et ensuite, ils m'ont mis en crowd. Donc, je faisais des trucs de crowd, des chats, Enfin, j'aidais les gens de la crowd, quoi. T'étais avec Florent? J'étais avec Florent de la Taille, ouais. Ouais. J'étais avec Florent de la Taille. C'était cool, hein. Bah, pareil, en fait, mon apprentissage en animation continuait, au final. Et ensuite, alors, un jour, je suis arrivée, j'avais tout fini ce que je devais faire. Et c'était le matin. Et je me dis, j'ai plus rien à faire. Et là, je vois le directeur d'anime qui arrive et qui fait la bise à tout le monde, c'est pour dire bonjour. Et moi, je lui dis, Julien, c'était Julien Sauret. Julien, j'ai plus de travail, en gros, donne-moi du travail, enfin, parce que moi je voulais animer, tu vois, j'étais à fond, j'étais sortie des études, tout ça, enfin, voilà, puis j'étais arrivée à Gueuf, c'est cool, quoi. Il fait, ok, bah viens, on va te donner un truc, donc je le suis dans son bureau, et il me montre, en fait, du coup, le plan qu'il voulait me montrer, pour que je le fasse, tu vois. Je fais, ok, en fait, c'était Max qui... C'était un plan main, alors? C'était un plan main, il voulait me tester sur un plan main, en fait. Je fais cool, c'était un petit plan vraiment, c'est Max qui aboie, faire la porte qui se ferme parce que t'as Kitty qui s'en va, il fait blablabla, puis c'est tout quoi. Enfin, il y a juste une marche en fait. Et je pense que oui, c'était un plan pour me tester sur la body mecha, tu vois, du chien. Bon, alors, je l'ai fait dans les temps, tout ça, il était content, ça a bien marché, et Ral aussi, pareil, il a été validé, ok cool. Et au final, il m'a refilé un autre plan, et en fait, c'est marrant parce que et donc je suis pareil dans son bureau, il me montre, il me fait bah tiens on va tester sur un plan plus costaud pour voir ce que tu sais faire. Et du coup t'avais plus de plan crowd? On te signait plus de plan avec Florent et... Bah à ce moment-là, en fait ils m'ont fait tester plein de trucs. D'abord les pots, ensuite la creux, ensuite le main pour voir en fait. Ah oui. Et du coup mais t'avais toujours Florent comme lead? Alors j'ai eu Florent comme lead pour le petit plan là de Max, et ensuite on m'a basculé sur un autre lead. Mais j'étais toujours dans la creux, tu vois. Ah d'accord. Et du coup, Julien, il me montre le plan, et en fait, c'est marrant parce que il me montre le layout, tu sais, et en fait, c'était Guidjet qui montait sur des, tu sais, les étagères. Là. Les étagères, ouais. Et tu sais, dans le layout, enfin maintenant ça a changé, mais en gros, t'as les tiroirs qui s'ouvraient quand elle montait, tout ça, enfin machin. Et il me montrait ça, et moi je me dis, tu sais ce que je me dis, c'est con, hein, mais je me dis, il veut que j'anime les tiroirs qui s'ouvrent et tout. Ok, bon, moi j'étais contente, je me dis ouais, je vais passer derrière un main, tu vois, et du coup il va falloir que j'anime, pourquoi pas, tu vois, enfin, moi j'étais à fond dans tout, enfin, j'étais là, ouais, donnez-moi des trucs à animer, enfin, je suis contente d'être là et tout, enfin, j'étais à fond, quoi. Et en fait... T'adorais la 3D, en fait? Bah, en fait, maintenant, ouais, après, j'ai tellement basculé sur la 3D, enfin, c'est devenu, après, du coup, je suis dans l'anime, donc oui, c'est marrant, ouais, c'est vrai. Et du coup, il me dit après, ouais, bon bah tu peux ouvrir la scène avec avec le rig pour le tester, tu sais, de Guidjet là, enfin le chien. Et je comprenais pas, moi j'étais là dans ma tête, mais pourquoi il veut que j'ouvre la scène de rig s'il veut que j'anime des tiroirs, tu vois, enfin bref, après j'ai compris que oui, j'allais animer ce plan-là. Mais en fait, j'y croyais tellement pas parce que le plan, non mais j'étais stagiaire, hein. Le plan il est gigantesque pour un stagiaire. C'est un gros plan. Ouais. C'est genre, tu sais, je sais pas si tu te souviens, genre elle rentre, elle disparaît, tout ça, enfin. Et moi, j'avais jamais animé ce genre de plan, tu sais, où il fallait jouer un peu, tu sais, il fallait être un peu malin, tu vois, enfin, parce qu'elle disparaît, donc il fallait la faire disparaître, enfin, je me dis, mais comment je vais faire ça, des trucs qui sont même pas possibles, en plus, bah oui. Dans la réalité. Et moi, j'étais là, mais comment je vais faire ça, quoi, pour moi, c'était pas possible qu'il passe ce genre de plan à un stagiaire, parce que, mais en fait, j'étais en plein test, finalement. Ouais. J'en étais pas confiante, mais j'étais en plein test. Et alors comment t'as géré le au début j'ai un peu galéré, mais après alors j'ai eu de la chance parce que j'avais mon prof d'anime qui travaillait à Gueuf. Il me donnait des conseils et tout pour m'aider, parce que moi en fait je lui envoyais mes plans, lui aussi m'envoyait ses plans. Alors je sais pas ce qu'il voulait, il voulait que je lui dise ce que j'en pense, mais moi je pense que ses plans ils étaient toujours super, enfin j'ai toujours pensé que ses plans étaient magnifiques, alors je lui dis si c'est cool, enfin tu vois, on s'est changé. C'est Jérôme Charton. Et du coup, on s'est changé nos plans. Alors moi, je lui ai expliqué. Alors il me donnait des conseils et tout. Il est passé même me voir pour m'expliquer des trucs et tout. Enfin, c'est cool. Et au final, donc j'ai bloqué, genre une pause, tu vois, genre 4 pauses et tout, vite fait, sur un gros ref. J'ai montré, ça marche bien, machin. Allez, tu peux bloquer plus, ça remarche. Allez, se plaigne et ainsi de suite. Et au final, j'ai sorti le plan, je crois 2 jours avant que ça tombe de côté. Ouais, et même mon lead de l'époque c'était Jean et Metz. Il était là, il rigolait, il fait putain, un stagiaire. Enfin, pour lui, il avait jamais vu quoi. Donc, mais c'était marrant, enfin. Ouais, t'as fait une forte impression quoi sur. Bah ouais, du coup, mais enfin, j'ai beaucoup réfléchi, puis je me suis dit, mais je vais jamais y arriver au début. J'étais putain, mais c'est impossible, comment je vais faire ça
Mais j'étais tellement à fond, en fait, je voulais vraiment montrer que... Enfin, j'étais tellement contente d'être à Gueuf parce que ça faisait partie d'un de mes objectifs. Tu vois, quand je suis sortie d'école, j'avais un objectif, c'était Gueuf, Pixar Disney, je voulais même aller à Weta. Et j'étais là, je suis à Gueuf, putain, mais c'est trop bien. En plus, j'avais l'impression que c'était super rare. Parce qu'en fait, les stagiaires qui sont à Gueuf, en général, c'est des gens de Gobelins, tu vois. Donc, moi, je venais d'une école du fin fond de la campagne, enfin, la mienne, c'est pas le fin fond de la campagne, mais c'est une école pas très connue. Je me suis dit, tu vois. Ouais, t'es monté vite au final. Ouais. Et je connais pas, enfin, je sais pas s'il y a d'autres stagiaires qui ont pu passer directement. Si. Alors. T'étais la première. J'étais la première, ouais, parce que apparemment ça se faisait pas trop, de ce que j'ai cru comprendre, tu vois, prendre des stagiaires comme ça, puis leur faire tester du mail. C'est Julien Soler, en fait, qui a testé ça, puis peut-être il s'est dit que ça marchait, et après, il y a une autre stagiaire qui est venue, Agathe Bulik, qui est venue ensuite, juste après moi, quelques mois après moi, en fait, pareil, en stage sur Pets, et du coup, elle était dans mon équipe. Et pareil, je crois qu'elle a fait de la Crode, et ensuite elle est passée en main, etc. Et pareil, ensuite elle a été prise en main. Non, c'est cool. Et du coup, après t'es passée officiellement en main. Alors au bout de 3 mois, parce que moi du coup j'ai demandé 6 mois de stage, parce qu'en fait à l'époque, dans mon école, il n'y avait pas de restriction de temps de stage. Parce que je sais qu'au Gobelin par exemple, il y a une restriction de genre tu peux pas faire plus de 6 mois ou pas plus de 3 mois, enfin je sais pas, un truc comme ça. Moi, j'avais demandé 6 pour être sûre, tu vois, genre de faire mes preuves et de dire oui, je veux 6 mois stage, machin, tu vois. Et mon prof, même à l'époque, il m'avait dit c'est une connerie, j'aurais dû prendre 3 mois parce qu'au bout de 3 mois, ils savent s'ils prennent ou pas. Ouais, bah oui. Moi, je savais pas. Ouais, tu savais pas. Et au bout de 3 mois, Julien, il me dit bon, écoute, t'as sorti tes plans dans les temps, t'as fait du bon travail, on est content. Bon, on peut te prendre en salarié, c'est bon, mais on sait pas si on te prend encore en main ou en crowd. Ah ouais? Ouais, il m'avait dit ça. Et moi, dans ma tête, déjà, j'étais trop contente. Je me suis dit, mais prenez-moi, que ce soit en crowd ou en main, je m'en fiche, tu vois. Même, tu sais ce que je me suis dit? Je me suis même dit, ça va faire bizarre de repasser en crowd, tu vois. Ah ouais. Parce que pour moi, c'était pas possible qu'ils me prennent en main, puisque, je te dis, moi, je venais d'arriver, je savais pas vraiment comment ça fonctionnait, tu vois, Enfin, t'arrives, tu sors d'études, voilà. Quand je suis arrivée à Gueuf, je parlais à tout le monde. Je faisais chier les gens. J'allais devant, bonjour, comment ça va? Je m'appelle. Enfin, ça se fait pas trop normalement, tu vois. Oui, ça se fait, mais je veux dire, à Gueuf, tu vois, c'est pas un truc qui se fait naturellement, tu vois. Ouais. Surtout quand t'arrives, que t'es nouveau. C'est plus une question de personne et de personnalité que de Gueuf, quoi. Oui. T'es allé vers les gens et c'est ce qu'il faut faire, c'est cool. Ouais. Bah, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait. Du coup, j'ai rencontré des gens qui étaient cool et on a bien parlé, tu vois. Et après la fin de la prod, ça s'est bien passé. Du coup, t'as fini. Franchement, Pets, ouais, c'était cool. Moi, j'en garde un bon souvenir de Pets. C'était ma première prod, j'étais contente. J'ai eu un super lead. Enfin, j'ai eu des super leads. J'ai Florent et Jean. Jean, c'était un super lead. Très, très à la cool. Et pareil, les gens de mon équipe étaient cool. Enfin, franchement, non, c'était cool. Et t'as fait une autre prod à Gueuf? Ouais, j'ai fait Moi Moche et Méchant 3, le 3ème. Ouais, c'était le 3ème. Donc, oui, parce qu'à la fin, du coup, d'une prod, la prod vient te voir et te dit bon, bah, qu'est-ce que tu aimerais faire? Parce que déjà, ils te disent s'ils te gardent ou pas. Bon, bah, moi, ils me gardaient. Et le projet, c'était donc soit Moi Moche et Méchant, soit, je crois que c'était Grinch, il me semble, à l'époque. C'est pas Sing? Ah non, ouais, t'as raison. Non, Sing 2, je me souviens. Non, Sing 1. Sing 1 était en production. Ils m'ont même demandé à un moment donné parce qu'ils avaient besoin de renfort. Ouais. Et ils étaient venus un peu voir tous les animateurs pour demander s'ils voulaient pas aider et tout. Donc oui, la prod était en production, je me souviens. Mais il me semblait qu'il y avait Grinch qui sortait en pré-prod, un truc comme ça. Ouais. Enfin bref, tu pouvais choisir. Ouais, tu pouvais choisir, mais en fait, il a été reculé par la suite. Mais il me semblait, mais Sing continuait. Moi, je me souviens. Et tu pouvais choisir. Et moi, je m'en fichais, je pense, à l'époque, parce que j'étais contente de rester. Je me suis dit, moi, Moche et Méchant, pourquoi pas. C'est cool d'animer sur la licence, tu vois. J'avais jamais animé, tu vois. Donc. Et voilà, et puis... Et ça s'est bien passé aussi, alors j'ai beaucoup aimé Pets. T'as moins aimé... disons qu'il s'est passé... la prod était rude sur Moi Moche et Méchant. Elle était très rude. En tout cas, moi, elle était un peu difficile pour moi.
un peu fatigante. Mais au final, c'est cool parce que, tu vois, c'est encore en fait une expérience en plus. Ouais. Et de toute façon, t'apprends toujours des trucs quand t'es en anime, quelle que soit la prod. Même si parfois elle peut être un peu plus dure que d'autres. Voilà, il y a des moments. De toute façon, il y a des moments où tu vas apprendre des expériences, qu'elles soient mauvaises ou bonnes en fait. Ouais. Et même une mauvaise expérience, je trouve que c'est T'apprends plus que. Ouais, voilà, c'est ça. Parce qu'au moins tu tires une leçon des erreurs que t'as pu faire ou des erreurs, tu vois, de la prod. Tu te dis ah ouais bon bah là c'est comme ça. Enfin, tu t'apprends en fait le fonctionnement, le système, tu vois. En fait, il y a même cette idée que tu avances que parce qu'il y a une résistance, en fait. Ouais. Sinon, tu restes sur place. C'est ça. Donc, si ça se passe bien, en fait, tu peux stagner. Exactement. Et puis, dès qu'il t'arrive des coups durs, en fait, t'es obligé, du coup, de les surpasser. Et du coup, t'avances et tu progresses. Ouais, c'est ça. Donc, DM3, ça a provoqué ton envie de partir. Ouais, alors, en fait, j'avais entendu parler d'un projet qui se faisait, on avait tous un peu écho dans la boîte. Et en fait, il y a un projet qui commençait dans une boîte à Paris. Ouais. Et c'est un pote à moi dans la team dans laquelle j'étais dans Moche et Méchant qui m'avait dit ouais là je passe un entretien pour voir. Il m'en avait parlé de ce projet là et je fais ah tiens ça m'intéresserait bien de le faire quoi. Enfin, en plus c'est marrant parce que je connaissais le directeur d'animation qui était sur ce projet là à Fortiche. Ouais. Et parce qu'en fait alors je sais plus quand, mais il y avait Astérix à un moment donné qui devait se faire, le 2e. Ouais. Mais il a été repoussé pendant très longtemps. Et avant qu'il soit repoussé, moi j'avais déjà fait un entretien en fait pour Astérix, et j'avais vu le directeur d'animation de l'époque, Bart. Ouais. Bart Monnery. On avait discuté, lui il était content et tout ça, enfin je lui avais montré ma démo, il était chaud, tout ça, il a fait ouais bah écoute si t'es intéressé, nous on prend machin, c'est cool tu vois. Sauf que le projet a été tellement repoussé que bah lui il est parti sur en fait on lui a proposé un autre projet, il y a été, et puis du coup là il est resté, il est directeur d'animation sur ce projet là. Et du coup je me suis dit comme je le connais, enfin on a déjà discuté, je me suis dit bah allez je vais tenter tu vois. Franchement je te le dis si ça avait pas été lui en directeur d'animation, j'aurais pas fait. Ouais. J'aurais eu un peu peur, ou j'aurais pas osé en fait. Et donc du coup je me suis dit bon allez je tente tu vois. Donc je lui ai envoyé un mail et ça faisait 1 an jour pour jour que j'avais fait justement cette entrevue pour Astérix le 2e tu vois. Donc pareil, donc il s'est souvenu de moi, il a fait oui bah ouais viens passe tout ça, on parle du projet si tu veux machin. Je suis passée et ça m'a tout de suite plu, j'étais emballée de ouf. Ouais, et je me suis dit non mais c'est ça, il faut que j'y aille quoi. Et c'est là que je me suis dit vas-y c'est bon, j'y vais. Et alors ça s'est passé comment la prod d'Astérix? Alors donc je suis partie, j'ai fait 7 mois à Fortiche, un truc comme ça. Et ensuite je suis partie sur justement Astérix, le 2e, parce que moi c'est un projet que je voulais faire. Les directeurs d'animation, c'était mon ancien prof d'anime, donc Jérôme, et il y avait Colline. Qui venait de MacGuff aussi. Exactement, très très bonne animatrice, et d'ailleurs j'étais très contente de travailler avec elle. Et ben écoute, c'était rude. Ouais. C'était rude. Alors c'était rude pour moi. Alors le film il est super cool, je suis très contente d'avoir bossé dessus, vraiment. Mais la prod pour moi c'était un petit peu galère parce que j'étais fatiguée, puis j'avais des trucs, tu vois. Dans le travail, enfin il y avait des trucs que j'arrivais pas à faire, enfin c'était assez compliqué pour moi parce que des trucs d'anime. Bah ouais, par exemple pour l'anime le style est tellement différent, c'est cartoon, vraiment c'est très très cartoon, beaucoup plus cartoon que tu vois à Guff. Et voilà, c'était vraiment un peu comme dans l'optique du premier en fait, tu vois. Ouais. L'optique du premier, mais c'était plus poussé. Tu vois, il y avait ça se dirigeait un peu comme vers Sing, tu vois, une anime très cartoon mais très organique. Ouais. Voilà. Et moi, j'avais pas vraiment fait ça, enfin, tu vois, j'étais pas... Comment tu concilies les deux, en fait? De quoi? Bah, cartoon et organique. Pour moi, ça se rapproche de l'organique, ça va se rapprocher plus du réalisme. Ouais. Bah, en fait, pour moi, c'est un style Pixar, en fait. Ah oui, d'accord. Ouais, okay. Alors, après, Astérix, c'est assez différent parce que, tu sais, le premier, c'était très pose-to-pose. Ouais. C'est-à-dire que t'avais une pose très forte. Et tu la maintenais. Et exactement, tu maintenais la pose, et ensuite... Mais t'es pas loin du Kailou. Du quoi? Du Kailou. Ouais, du Kailou. Exactement.
Non, t'es pas d'accord? si. C'est le fait que je dise du Kylo. Ouais, ça m'a fait bizarre. Mais du coup, c'est très pause to pause. Ouais. Donc, pause très forte, maintenue, puis tu sais, un peu marrante, et qui s'apparente aussi à la BD, tu vois, parce qu'il fallait un peu. Tu vois, il fallait fitter un peu la BD. Mais par contre, dans le 2, il y avait ça, mais ça tirait plus. C'était plus organique, tu vois. En fait, les directeurs d'animation voulaient quelque chose de plus organique, un peu comme Sing finalement, tu vois. Ils ont tous les deux bossé sur Sing et ils voulaient un petit peu réavoir ça, justement, réinjecter ça dans le dernier Astérix. Surtout que c'était Patrick Delage qui était le directeur du premier Astérix qui après a fait Sing. Ouais. Donc il y a ce. Oui, voilà. Mais après, c'est cool parce que moi, oh là là, j'ai appris tellement de choses grâce à Colin et Jérôme qui lui m'a rappelé les bases de l'animation. Ouais. Il en faut toujours. Mais donc la prod a été un peu éprouvante. La prod a été un peu éprouvante pour moi parce que ouais, le style d'anime, c'est vrai que j'étais pas habituée. J'avais un peu de mal de sortir des plans quand même. Mais au final, voilà, ça s'est passé. Je l'ai fait presque en entier. C'est marrant parce que en fait, je me rends compte que j'ai jamais fini une prod. Ah bon, tu partais avant? Alors si, c'est Pets. J'ai fini Pets. Bah ouais. Mais genre pour DM3, j'ai terminé 2 mois avant la fin ou 1 mois avant la fin. Astérix pareil, 1 mois avant la fin. À Fortiche pareil, avant d'aller sur Astérix, je suis partie 1 mois avant la fin, enfin un truc comme ça. Enfin bref. Et du coup après Astérix, en fait t'es allé à Fortiche après Astérix. Après Astérix, je suis retournée à Fortiche. Et donc c'est-à-dire, est-ce qu'à chaque fois ce qui te motive, c'est parce que du coup t'as une prod qui va être plus intense ou un peu plus compliquée et ça te pousse à changer de studio, à tester autre chose? Alors en fait, c'est plus l'envie de changer de projet, d'ambiance, non, c'est en fait moi j'accorde énormément d'importance au projet maintenant. Ouais. Il me faut un projet avec tu vois, avec une histoire qui tient la route, avec un truc un peu, tu vois, vraiment fort, tu vois, au scénar, tout ça. Enfin maintenant c'est ça qui va me motiver en fait, à vouloir me donner pour que l'histoire elle tu vois, elle s'élève, elle avance et que ça fasse à la fin un truc vraiment méga cool, tu vois. Ça a été le cas pour Astérix, tu vois, l'histoire était cool, elle était bien écrite, c'était drôle et c'était émouvant à la fois. Donc bon, moi j'ai pas eu, enfin ça s'est pas très bien passé pour moi parce que voilà, j'ai eu des petits problèmes, surtout enfin après avec le travail, j'ai eu un peu de mal à, tu vois, à faire certains trucs. Mais au final, je suis contente d'avoir bossé dessus parce que le projet était cool, vraiment. Puis ce qu'on disait tout à l'heure, du coup, t'as appris aussi plus, peut-être. Oui, ouais. Grâce à ça. Oui. Ouais. Mais après, bon. Et alors, Fortiche? Enfin, Fortiche, je suis très contente d'être là. Ouais. Je pense Tout le monde est très content d'être à Fortiche. Tout le monde est très content d'être à Fortiche. Je pense que je vais y rester pendant un peu longtemps quand même. Ouais. Je dis ça, mais j'en sais rien, mais je sens que je suis bien là-bas. T'es bien là-bas, ouais. Et le projet, qu'est-ce qui t'a plu? Ah oui, non, on peut pas trop parler du projet en fait, c'est ça. C'est David. Mais tu peux nous parler peut-être un peu plus de la différence avec les autres studios. Qu'est-ce qui fait que la Fortiche c'était bien? Ce que je peux te dire, c'est par rapport à la prod, ouais. À Fortiche, en fait, ce qui est cool, c'est que l'ambiance, en fait, c'est très très familial. Tu vois, il y a une ambiance où tout le monde se parle, c'est-à-dire que c'est pas que les animateurs entre animateurs. C'est vraiment, tu peux parler avec des gens entre départements. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment cool. Tu vois, il y avait ça tu vois, en fait, là, ils ont déménagé. Et maintenant, Fortiche, ils sont plus dans le 18e. Avant, ils étaient dans le 18e. Mais on était tous dans un énorme open space, tu vois. Il y avait les rigueurs à côté, il y avait les gens du layout. Et tu vois, les gens passaient, ils disaient bonjour, tu vois. Et même encore maintenant, tu vois, ça nous arrive, tu vois, on parle avec des gens du rig, des gens du camab, des gens du board, tu vois, enfin c'est vraiment tout mélangé. Tu vois, des fois on fait des petites soirées pour tu vois, le jeudi soir parfois puis du coup tout le monde est mélangé, on parle un peu, enfin c'est cool, tu vois, et le projet sur lequel aussi il est cool, donc enfin voilà, en fait l'ambiance c'est très humain en fait, même dans l'animation en fait, tu vois. Ce qui est cool à Fortiche, c'est que même si tu vas en tant que junior dans cette boîte, tu auras la possibilité en fait de faire des plans middle ou voire même senior. Peut-être pas senior, mais tu vois, tu auras la possibilité de faire des gros plans quand même. Ouais. Tu vois. Alors à Guff, je dis pas que c'est pas le cas, mais en fait à Guff, c'est surtout que
tu peux avoir la possibilité comme moi je l'ai eu, tu vois, ça c'est cool. Mais passer à un plan senior, un plan middle à un junior, ça arrive moins quand même. Ouais. Et du coup, tu risques d'avancer un peu moins à Guelph, tu vois. Tu t'avances quand même, mais disons qu'à Fortiche, tu peux avoir plus de chances de montrer que... Bah, tu sais faire. Ouais, et puis tu peux aussi t'éclater sur des plans vraiment un peu cool, tu vois. Enfin, pas que des takes ou ce genre de trucs. Tout le monde a sa chance finalement. Tu vois. Et ça, c'est cool. Ouais, c'est cool. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ton nouveau business là? Mon business, ouais. Non, mais je sais pas si on peut parler ça d'un business. Mais... Bah, tu voudrais ton but, ça serait Là, on parle de la peinture. Hein, tu fais de la peinture à l'huile. Mais est-ce que tu aimerais en vivre? Idéalement, pourquoi pas. Mais j'y réfléchis. Après, je sais pas. Je pense que si je devais en vivre, ce serait juste pour un temps en fait. D'accord. Tu vois, ce serait pas toute ma vie. Sauf si je suis à la retraite, tu vois, mais. Je réfléchis encore, mais c'est vrai que ça me plairait énormément de faire plus de peinture que d'animation. Ouais, il faudrait que ça soit mon main. Ton main. Mon activité main, on va dire. Et alors, comment ça t'est venu ça? Alors, honnêtement, je sais pas trop. En fait, je crois que j'avais découvert des artistes sur Instagram, mais moi j'étais sur ordinateur en fait. Je passais mon temps sur ordi parce que moi je travaille sur ordi donc. En fait, les comptes Instagram, je les regardais sur ordinateur. Et il y avait des artistes que je voyais, je me dis putain, c'est trop cool et tout. Et donc du coup, je me dis mais je vais me faire me faire un truc Instagram pour pouvoir suivre ces artistes là, parce que je peux pas les suivre sur ordinateur, enfin c'est chiant quoi. Et donc sur mon téléphone j'ai installé l'appli et puis j'ai commencé à suivre c'est là que j'ai découvert l'appli au final parce que Instagram, enfin c'est depuis je sais pas combien de temps, mais moi je l'ai découvert il y a pas longtemps finalement, l'année dernière. Et en fait le fait de voir quotidiennement parce que tu vois c'est un réseau social donc quotidiennement tu vois t'y vas tout ça. Moi Instagram j'ai que des artistes dedans. Il y a des musiciens là, enfin voilà, mais Nicki Minaj. Voilà, Nicki Minaj, il y a des artistes entre autres. Mais sinon il y a beaucoup de il y a que des peintres en fait, des gens qui font du dessin. Et le fait de quotidiennement en fait d'avoir en fait cette quantité de données artistiques, moi ça m'a donné en fait, je sais pas, c'est comme si ça avait fait ressurgir en moi tu vois ce côté un peu dessin que j'avais qu'au final j'ai totalement enterré. Tu dessinais plus? Je dessinais absolument plus. Ah ouais. En fait, j'ai énormément dessiné au lycée, forcément je faisais que ça donc. Mais la 3D, ça t'a fait arrêter le dessin? Ça m'a totalement fait arrêter le dessin. Ouais. Pareil. Et c'est fou, mais il y en a beaucoup. Hein. Je pense en fait moi c'est dès que j'ai arrêté de travailler, dès que j'ai commencé à travailler, pardon. Je travaillais l'animation et au final j'avais plus de temps pour dessiner. Puis même j'en ai pas spécialement. En vrai on a du temps, c'est juste qu'on. J'en avais pas envie moi. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait ton esprit est tellement pris par la 3D. C'est ça. Que t'es même plus en fait ouvert à l'idée de reprendre un crayon et à poser sur le papier quoi. C'est ça. C'est triste. Ouais, surtout que moi le dessin pour moi c'était ma vie quoi. Ouais, c'est ça. C'était vraiment, je voulais faire ça et puis c'était le moteur premier de toute ta carrière. C'est ça, moi sans le dessin, je sais pas ce que je serais devenue. Enfin, pour moi, je fais qu'un avec le dessin depuis toujours en fait. Et du coup, Instagram t'a redonné ce. En fait, je voyais des artistes, donc alors beaucoup de peintres qui font de la peinture à l'huile. Ouais. Et je me suis dit, c'est cool ça et tout, machin. Et en fait, c'est vrai que la peinture à l'huile, c'est un truc que je voulais essayer depuis pas mal de temps parce que moi, en fait, j'étais beaucoup sur l'aquarelle. Je faisais énormément d'aquarelle. J'avais même réussi à... En fait, mon but, c'était de faire le truc le plus réaliste possible. En fait, j'étais dans l'hyper-réalisme. C'était un but en soi, en fait. En fait, je pense que les gens qui font de l'hyper-réalisme, c'est vraiment... comme une genre de quête personnelle, en fait. Tu vois. C'est pas juste... Oui, tu as envie de ressembler plus à la photo, mais en même temps, tu vois, c'est une façon de contrôler, en fait, tout ce qu'il y a dans ton dessin, tu vois. Parce que tu sais, t'as la photo pour ça. Tu sais, les gens disent, mais pourquoi pas faire une photo, tu vois. Mais en fait, dans le fait de représenter une photo, finalement, ou un truc qui ressemble très fort à une photo, c'est aussi, tu contrôles, en fait, chaque élément de ton dessin, en fait. Et c'est ça qui est ouf, c'est que... Tu comprends tout. C'est ça, voilà. C'est comme... c'est comme un... Ouais, c'est une sorte de quête, en fait. Enfin, je sais pas comment l'expliquer, mais pour moi, en fait, en tout cas, je le vivais comme une sorte de quête personnelle où... Et en fait, c'est tout un processus. C'est ça qui est... En fait, dans ton cerveau, il se passe tout plein de trucs quand tu fais une peinture, tu vois, et puis t'as ta référence, t'es là, t'essaies de coller le plus possible.
Et il y a tout un truc qui se passe, et moi, vraiment, je pense que c'est un peu comme de la méditation, tu vois. Moi, j'étais bien, en fait, quand je peignais, je me souviens des peintures que je faisais à l'aquarelle. J'en avais des très aboutis à l'époque. D'ailleurs, j'ai jamais eu atteint un aussi haut niveau, en tout cas pour moi. Quand tu dis à l'époque, c'était genre. À l'époque, c'était. Ouais, j'étais au lycée. Ouais, j'étais au lycée, ouais. Pour moi, j'avais atteint un niveau qui m'était. Que j'étais contente. Ouais. Parce que tu sais, en général, quand tu dessines, ouais, t'es là, tu t'es pas satisfait, machin. Et il y a sur 1 ou 2 dessins que j'avais fait, j'étais là, enfin, j'étais contente quand même. Je me ah putain, ouais, j'ai réussi à faire ce que je voulais faire, tu vois. Et après, bon bah, j'ai arrêté ça parce que voilà, l'animation, tout ça. Mais ce que tu dis sur le process, le dessin réaliste ou la peinture réaliste, est-ce que du coup, tu dirais que ce qui est vraiment plus important pour toi, c'est le process plus que le résultat final ? En fait. Parce que le reproche des gens sur le dessin réaliste, c'est juste parce que c'est trop réaliste, enfin. Autant prendre la photo. Exactement. Mais du coup, l'intérêt, c'est justement de créer la photo. Donc c'est plus dans le fait que l'image a été créée de toutes pièces, élément par élément, comme tu dis. C'est ça. Le fait que juste a été pris en photo. Oui, c'est ça. Et puis c'est surtout... comment ? C'est une performance, en fait. Ouais. Pour moi, c'est une performance. C'est-à-dire qu'il y a un artiste comme ça, d'ailleurs, sur Instagram, qui s'appelle... J'ai oublié son nom, c'est un coréen. J'arrive pas à dire son nom, enfin je sais plus. Tu me le donnes, on le met dans la description. Ouais. Pour ceux qui veulent aller voir. Et c'est quelqu'un. Alors c'est un peintre qui fait de l'hyper-réalisme, et en fait il fait des trucs hyper complexes, comme par exemple des lézards sur des cuillères, ou dans des grenouilles. Des grenouilles sur un glaçon, ou des poissons dans un verre. Ça, il a fait beaucoup, un poisson rouge dans un verre. Alors t'imagines la complexité du truc. Mais il part d'une photo ? C'est-à-dire qu'il va mettre en scène le truc, prendre la photo et la refaire. Moi je pense qu'il part d'une photo, hein, parce que à mon avis, il y a très peu de gens dans ce monde peut faire ça de tête. Mais peut-être qu'il peut. Ça existe, il y en a ça existe des personnes comme ça, mais c'est très rare. Mais même les peintres les plus réalistes au possible ont une référence normalement. Et lui, en fait, il fait souvent la même chose. Et t'imagines donc le poisson avec les écailles, le reflet, le verre, de l'eau dans un verre, enfin tout un tas de trucs. Et en fait, ce qui est incroyable et ce que tu peux remarquer dans les peintures ultra réalistes, c'est que c'est toujours des trucs hyper complexes. Tu vois, par exemple, t'as forcément déjà vu une peinture d'une femme avec, par exemple, de la peinture qui coule, tu vois, au-dessus de sa tête et ça coule comme ça. Oui. Ou même des peintures hyper réalistes de personnes dans l'eau, par exemple. Ouais. Oui. Tout ça, c'est le fait, c'est de vouloir contrôler, en fait. C'est la performance, quoi. Exactement, et c'est aussi le fait de vouloir contrôler, en fait, les choses aussi complexes que ça, tu vois. En fait, l'eau, le reflet, tout ça, c'est des choses très complexes à dessiner au final, dans l'hyperréalisme, tu vois. Donc t'es à la recherche de la complexité pour te challenger. Si c'est trop simple, je pense il n'y a pas de fun. Je pense qu'il y a ça, ouais. Tu vois. Parce qu'au final, oui, tu pourrais faire, je sais pas, une nature morte avec une tasse et puis un gobelet en inox. Ça se faisait au début. Voilà, il y a un petit peu de reflet, c'est cool, c'est bien, tu vois. Mais le fait de choisir des sujets aussi complexes, je pense que du coup, ça monte le niveau, en fait, de la performance, oui. Et moi, je pense que c'est vraiment, vraiment une quête personnelle. Et moi, en tout cas, de mon point de vue, je pense que l'hyperréalisme, c'est une quête personnelle. Parce que quand tu commences un dessin et que tu veux vraiment, tu vois, vraiment coller à la réalité, il se passe tout un process dans ton cerveau et puis un peu comme de la méditation, quoi. Est-ce que tu penses que par le dessin réaliste, donc là je parle de dessin plus que de peinture, est-ce que tu penses que par le dessin réaliste on peut apprendre à dessiner ? Oh oui, clairement. Ah non, mais alors moi je te le dis tout de suite, quand moi j'ai appris à dessiner, j'ai pas eu de cours en fait au lycée, on nous disait pas comment dessiner, quoi. Et moi ce que j'ai toujours fait, c'est la représentation d'images que je trouvais que j'aimais bien, ou enfin n'importe quoi. Je dis j'aime bien cette image, je vais la refaire. Et je le faisais. Genre je me souviens d'un truc que j'ai fait en hyperréaliste, c'était le portrait d'Elvis Presley pour mon père qui est fan. Et je me dis tiens, je vais lui faire un portrait pour son anniversaire par exemple. Et c'est là que j'avais commencé à dessiner, tu vois, je voulais vraiment fitter à la photo, qui était en noir et blanc, donc c'était plutôt simple d'ailleurs, parce qu'il n'y avait pas de couleur. Et plus j'en faisais de ce genre de dessin, plus je voyais mes erreurs, plus ça s'affinait en fait, tu vois. Parce que ton œil s'affine au final. Parce que du coup, tu compares à la réalité. Pas, en fait, l'hyperréalisme ou le réalisme. En fait, j'allais dire que ça pardonne pas, parce que tu as tout de suite la comparaison avec ce que tu dessines. Ouais. Mais c'est quoi la différence entre le réalisme et l'hyperréalisme ?
Bah, franchement, je pourrais pas donner la définition exacte, mais. Est-ce que l'hyperréalisme, c'est justement pas ce qu'on disait tout à l'heure sur cette idée de performance, d'aller encore plus loin que juste le réalisme, par exemple, d'une nature morte? Ouais. Bah, l'hyperréalisme, c'est vraiment c'est une photo. Tu regardes, tu peux dire que c'est une photo. Tu peux te tromper. Quand tu regardes ouais, voilà, tu peux pas savoir. Tu peux ne pas savoir. Tu ne peux pas te dire. Enfin, tu peux pas expliquer la différence entre si c'est une photo ou si c'est une peinture. C'est ça l'hyperréalisme, je pense. C'est le fait de pas savoir. Est-ce que c'est une photo? Est-ce que c'est une peinture? Est-ce qu'un effet spécial que tu ne peux pas voir, c'est de l'hyperréalisme? Bah, je pense si l'effet spécial est très, très bien fait. Genre Jurassic Park, c'est de l'hyperréalisme, ok. Bah, franchement, le film, moi je trouve qu'il a pas vieilli. Hein. Non, mais c'est drôle parce que cette idée dans les effets spéciaux, c'est quand même un peu cette recherche-là. Ah, bah oui. Il faut. Bah oui, parce qu'il faut un minimum de crédibilité au final. Parce que le but de l'hyperréalisme, c'est de pas faire la différence avec la photo, donc c'est l'idée de je vais passer des heures et des heures à faire quelque chose d'artistique, mais qui ne va pas se voir. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Que tu vas pas pouvoir voir si c'est un tableau ou une photo. Et normalement, les bons effets spéciaux, c'est exactement ça, c'est que tu passes du temps à recréer quelque chose qui n'existe pas, mais dans l'idée que personne dans la salle ne va être attiré par ça, son attention ne va pas être attirée, parce qu'en fait, tu vas pas voir que c'est un effet spécial. Bah et oui. quand tu vois que c'est un effet spécial, c'est que c'est un peu raté. Bah, ça te sort du film en fait. Ça te sort du film ou de la série, tu te dis, waouh, ça marche pas avec le décor en fait, ou l'action qui se passe. Donc, oui, eux, ils ont intérêt à être très, très, très dans le réalisme quoi. Et alors, pour ceux qui ont vu le vlog sur Michael, alors je sais pas encore si le podcast il sortira avant ou après le vlog sur Michael Jackson, mais le tableau que tu réalises dans le vlog, comment t'as pris ce challenge un petit peu que je t'ai donné de partir d'une photo effectivement de Michael, mais de changer la tête des danseurs pour mettre James Brown, Chaplin, Diana Ross. Parce que du coup là il y a vraiment l'idée de créer quelque chose qui n'existe pas. Comment tu l'as pris ça artistiquement comme challenge? Bah alors déjà, quand je faisais de l'aquarelle, j'étais dans l'optique du réalisme et réalisme. En peinture à l'huile c'est différent. Je crois que je suis plus dans une démarche maintenant d'interprétation par rapport à mon style, parce que moi mon style n'est pas encore défini en fait en peinture à l'huile, puisque je commence finalement. Donc c'est en faisant beaucoup de peinture que je vais voir en fait quel est mon style et qu'est-ce qui est mieux, tu vois, comment dire, ouais, plus je vais faire de peinture, plus je vais me dire bah c'est ça que je sais faire, donc je vais le pousser et ça va devenir mon style en fait. Pour l'instant là je teste des trucs, donc et du coup là pour la peinture de Michael Jackson, je vais pas du tout faire de réalisme en fait, je vais vraiment interpréter. Et en fait le fait d'avoir ces têtes là qui ne sont pas du tout dans la photo de base, ben c'est cool parce que du coup c'est une occasion pour moi justement d'interpréter, tu vois, que j'ai jamais fait hein. Du coup je vais pouvoir interpréter et voir ce que ça donne au final. Après je peux toujours coller avec la lumière de la photo, tu vois, il suffit d'avoir une référence. Exactement. On a toujours la référence de la réalité. On a toujours une référence. Franchement, c'est très rare d'avoir un artiste qui ne bosse pas sans référence. Ouais. Oui, bien sûr. Sauf le gars là qui fait les immeubles là en avion. T'as vu ou pas à New York. En avion. Ouais, c'est un autiste, je crois. En fait, il a fait un tour d'hélicoptère au-dessus de New York, je crois, et puis après, il a... Ah oui, de tête. Le caméra tête, enfin... oui, ça me dit quelque chose. On mettra l'artiste dans la description si on retrouve encore une fois. Enfin voilà, lui parce qu'il est autiste et tout, et c'est un cas très très particulier, mais en général, tous les artistes qui peignent ou quoi ont une référence, ou alors, s'ils n'en ont pas, c'est qu'ils ont déjà fait ce genre de dessin maintes et maintes fois, tu vois. Et en fait, ils reprennent ce qu'ils savent, tu vois, déjà, pour le réinjecter en fait dans leur illustration ou leur peinture. Et à part lui, tu dirais que c'est une référence pour toi? Qui ça? Ce mec-là, dont on n'a pas de nom. Le coréen? Ouais. Bah au début, alors la première fois que j'ai regardé Instagram, je l'ai vu, j'ai fait c'est impressionnant parce que moi c'était vraiment ce que je cherchais déjà de base à l'aquarelle. Tu vois. Donc oui, après non, je dirais pas que c'est une référence. Okay. J'ai juste que en termes de performance, pour moi, il est balèze parce que après il y en a plein de comme ça au final, mais moi je le connais lui parce que bon bah voilà, je l'ai vu, je m'intéresse à son travail et tout, mais c'est juste que son travail est... En fait, ses sujets sont très très complexes, tu vois. Il y a des reflets, il y a des écailles, enfin c'est vraiment c'est une complexité quoi.
mais ça, il t'inspire quoi. Mais c'est pas, mais il va pas tu vas pas retrouver ce qu'il fait dans ton art. Non, moi je dirais pas que c'est une inspiration, je dirais plus que je le suis parce que Tu consommes plus que tu prends de lui. Je consomme de l'art. Bah ouais. Non, en fait, je te dis, comme j'étais dans cette démarche-là, je le suis parce que, voilà, je suis toujours impressionnée, en fait, par l'hyperréalisme. Parce que ces gens-là quelque part, ils ont réussi un peu ce qu'ils voulaient. Après, je sais pas, moi, je te dis vraiment mon point de vue, mais il faudrait vraiment interroger quelqu'un qui est dans l'hyperréalisme, qui fait des trucs hyperréalistes pour vraiment savoir le process, tu vois, genre qu'est-ce qui se passe dans sa tête et tout. Moi quand je faisais ça, bon, c'était pas des trucs hyperréalistes que je faisais, tu vois, mais pour moi j'essayais de faire le plus ressemblant à la réalité, tu vois, à la photo ou à la réalité, tu vois. Donc moi j'étais vraiment dans le j'étais bien en fait quand je dessinais, tu vois, j'étais bien, la méditation dont tu ouais, voilà, c'est vraiment comme une sorte de méditation, c'est vraiment tu vois pas le temps passer, comme quand je dessinais quand j'étais petite à la table de ma cuisine en regardant les téléfilms, tu vois. En fait quand je dessine, c'est cette sensation là que je veux retrouver en fait. Pour moi le dessin c'est ça, et même la peinture, tu vois, c'est vraiment dessiner, c'est vraiment ouais, voilà, quand tu dessines, c'est ça qui te passe à travers la tête. Ou t'as un autre process quand tu fais un dessin? Comment ça? Bah qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu dessines? Franchement, je pourrais pas dire, je pense tellement à plein de trucs, enfin, c'est un peu de la rêverie. En même temps, je suis concentrée sur ce que je fais, parce que faut pas déconner, tu vois. Mais, et en même temps, mes pensées s'égarent, tu vois. Comme, tu vois, tu rêvasses un peu, enfin, tu vois. Je m'imagine des trucs, ou tu vois, Est-ce que ton dessin peut évoluer en fonction de tes pensées qui divaguent? Non, enfin, je suis toujours focus sur mon objectif, tu vois, genre je sais ce que je veux. Enfin non, il y a des... Non, c'est faux. Il y a des dessins, des fois, je savais pas du tout ce que ça allait donner, donc du coup, je faisais ça un peu comme ça, tu vois. Après, je sais pas, pour moi, je peux pas vraiment savoir ce que... Quand je me mets à une peinture, en tout cas une peinture, parce que j'ai commencé il y a pas longtemps, je sais pas vraiment ce que ça va donner à la fin. J'ai un peu peur d'ailleurs à chaque fois, je me dis, est-ce que ça va bien rendre et tout. Mais j'essaye d'avoir une vision globale avant quand même, tu vois, de me préparer, de me dire bon, j'aimerais que ça ressemble à ça, bon bah je vais faire ça et tout. De toute façon, il faut toujours, hein. Par exemple, quand tu fais une peinture, faut que tu visualises un peu, faut que tu vraiment comme un dessin, tu sais, de nu. Par exemple, tu vois, d'abord, modèle vivant. Il faut d'abord que tu observes, tu vois. Toujours, moi j'ai appris ça en école supérieure, mon prof il m'avait dit, tu observes d'abord, tu prends du temps, voilà, et ensuite tu te mets à dessiner. Pas se lancer comme ça, faut quand même un minimum de préparation. Tu vois. Et tu dirais que tes références du coup, alors moi j'aime bien demander aussi les références dans tous les domaines, parce que par exemple toi t'as une thématique très particulière dans tes peintures, c'est cinéma américain des années 80. Américain, c'est vrai, ouais. Américain, ouais, c'est vrai. Bien sûr. Ouais. T'as Robocop, Tortue Ninja, et t'en as fait un troisième que j'ai dit. Non, j'ai fait... T'as fait que Robocop? Ouais, j'ai fait Robocop, j'ai fait les Tortues Ninja. Oui, et tu m'as dit que tes prochains c'était SOS Fantôme, Terminator, Ghostbusters, Alien. Ouais, Ghostbusters, Terminator, Alien, j'aimerais bien faire Retour vers le futur quand même. Ah, grave. Ghostbusters et Retour vers le futur, je pense que... Quelqu'un t'a commandé Retour vers le futur? Non. Pour l'instant, t'es ma seule commande. Hein. Ah ouais? J'ai tellement pas le temps de... En fait, j'ai plus le temps de peindre déjà autre chose que... Mais le truc, c'est que je vais te commander aussi les Tortues Ninja. Tu vas me monopoliser avec... Les commandes, le planning. Et du coup, c'est quoi tes inspirations, du coup, en termes de films, de musique et de littérature? Enfin, j'aime bien demander des inspirations qui sont autres que juste graphique et du dessin. Franchement, déjà en inspiration musique, Nicki Minaj. Absolument aucun rapport avec les films des années 80. Alors ce que je peux te dire, par exemple, c'est que je suis hyper connectée avec la musique que j'écoute. Ouais. Tout que de tu suite, écoutes quand tu dessines? Quand tu peins? Quand je peins, il m'arrive d'écouter de la musique. Bah, mais parfois, non, j'en écoute pas et j'aime bien, tu vois, laisser mes pensées, quoi. Mais j'aime bien avoir un bruit quand même. Alors, ce que je fais, je sais pas si les gens le font,
Mais moi, par exemple, quand je peignais là au tout début, je mettais une série par exemple sur Netflix, regardable en faisant autre chose. J'aime bien dire ça. Ouais. Genre un truc comme ça, vite fait, et c'est juste pour avoir un bruit de fond. Tu sais, des fois tu regardes comme ça. Friends, quoi. En fait, je reviens à ça, tu sais, quand je te racontais quand je travaillais, enfin quand je dessinais sur la table de ma cuisine en regardant la télé. Oui. Mais j'aime bien faire ça en fait. Ouais, mais moi aussi, hein. C'est vraiment un bruit de fond comme ça, et puis tu danses. Mais si je veux faire un truc vraiment genre, vas-y, je fais ça, je suis focus, j'écoute la musique en général. Ok. Nicki Minaj. Non mais c'est marrant parce que après, Nicki Minaj c'est assez particulier. Enfin, moi j'aimerais qu'on me dise pourquoi je suis fan de Nicki, parce que moi je sais pas moi-même sais en pas fait. Non, pas du tout. Non mais vraiment. Alors, vraiment, je peux pas t'aider là. Non mais. Je sais pas du tout comment on peut être. Non, en fait, Nicki, en fait, c'est surtout le personnage en fait que j'aime beaucoup. Je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose en elle qui m'inspire. Tu sais qu'à chaque fois que j'écoute une musique de Nicki Minaj, parce que moi j'ai découvert Nicki Minaj il y a pas très longtemps finalement. En fait, j'ai envie de faire des trucs, j'ai envie de peindre, j'ai envie de créer des trucs. C'est hyper bizarre, je sais. Non, bah c'est-à-dire que je comprends pas pourquoi Nicki Minaj, ouais, je comprends très bien le. mais je comprends très bien le principe. Je sais pas pourquoi Nicki Minaj, j'ai trouvé son Nicki Minaj, bah voilà, c'est comme ça. Et en fait, à chaque fois que je l'écoute ou que je la vois, enfin tu vois, parce que du coup, moi en fait, quand j'aime bien un artiste, en général, je regarde ses interviews, genre de trucs. Ouais. Bah, je me suis attachée à elle, finalement, je suis devenue fan. Et à chaque fois, du coup, que j'écoute du Nicki Minaj, je sais pas, c'est devenu pour moi, genre, c'est vraiment, j'ai envie de créer, j'ai envie de faire des trucs, enfin. Après, tu vois, et c'est marrant parce que Nicki Minaj, tu vois, c'est du rap, et j'écoutais pas du tout de rap avant, mais pour moi, c'était genre un truc que j'aimais pas du tout. Ouais. Et ben, j'ai aimé le rap grâce à elle, et je me suis intéressée à ça, et au final, je me suis intéressée à tout ce qu'il y a autour. T'as en fait. découvert d'autres artistes. Voilà, trucs. Mais en fait, du coup, c'est des artistes plus, tu vois, un peu modernes, enfin, de notre temps, en fait. C'est ça, en fait, le truc, c'est que j'ai pas vraiment de référence à part Elvis Presley, Johnny Cash, Johnny Hooker. Ouais, c'est pas le même délire. Hein. Non, c'est pas le même délire, parce que moi, quand j'étais petite, mon père il était fan de blues, tu vois, il écoutait beaucoup de Ray Charles, Elvis Presley, Little Ray Charles. J'écoutais ça dans la voiture pendant qu'on allait chez mes grands-parents tout le temps, tu vois. Donc moi, j'étais très blues, en fait. Beaucoup de blues. Et rock pour Elvis. Mais au-delà de ça, j'ai jamais été musique, tu vois, chantée avec des paroles, tu vois. D'accord. J'écoutais énormément de BO, tu vois, de films. Moi, c'était ça mon délire. C'était vraiment, j'écoutais que ça. S'il y avait des paroles, j'aimais pas, en fait. Et après, ça a basculé, et au final, j'ai découvert des artistes, et puis voilà. Et les films des années 80, c'est pourquoi ? Alors, pareil, enfin, je sais pas comment ça m'est venu. En fait, je pense que c'est la partie de Tortue Ninja en fait qui m'a donné envie. C'est-à-dire que mon copain est hyper fan des Tortues Ninja, de Robocop d'ailleurs aussi, et des trucs, tout ce qui touche aux années 80. Et en fait, je me suis dit pour son anniversaire, je vais lui faire une peinture des Tortues Ninja finalement. Je pense que ça lui ferait plaisir parce que lui aussi, il a un côté artiste. Et ce que j'ai fait en fait, c'est que au travail, tous les midis et des fois le matin avant de travailler, 2 heures avant de travailler, parce que la peinture c'est long. Je me suis dit, bah, je vais peindre et puis une photo. C'était un cadeau, donc il fallait faire des photos. Bah ouais, c'est ça, je pouvais pas le faire à la maison, puisqu'il allait le voir, et moi, je voulais vraiment que ça soit une surprise. J'adore faire des surprises. Non, j'adore ça. Donc je me suis dit, ouais, je vais lui faire une super surprise. Non, il faut que je le fasse au travail. Donc j'ai installé un petit atelier dans une salle qui était vide. Et j'ai fait ça pendant 3 semaines, parce que, tu vois, tous les midis, c'est 1 heure, c'est pas long, tu vois. Donc j'avançais vraiment petit peu par petit peu, quoi. Et le week-end, je pouvais pas la faire, parce qu'elle était au travail. Et du coup, je lui ai offert pour son anniversaire, il était super content, et moi après je l'ai posté. Alors du coup, comme je m'étais fait un compte Instagram pour suivre les artistes que j'aimais bien, tu t'es dit, bah je vais la poster. Bah voilà, après j'ai posté d'autres dessins, tu vois, parce que quand je me suis fait un compte Instagram, c'est comme tous les réseaux sociaux, t'as envie de montrer ce que tu fais, tu vois, puis j'avais des tas de dessins, tu vois, depuis que je dessine, donc je me dis, bah tiens, je vais prendre ceux que j'aime bien, et puis je vais les poster, tu vois. Et au final, voilà, donc j'ai posté les tortues, bon, les gens ont bien aimé, j'ai même posté sur Reddit un moment. Et il y a certaines personnes qui m'ont demandé si elle était à vendre, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bah non, elle est pas à vendre. Non, bah moi je disais que c'était un cadeau, tu vois, et puis les gens étaient intéressés, alors je me dis, tiens, ça peut être pas mal de... Bah, je sais pas, de faire des films des années 80, puis moi j'ai quand même énormément aimé faire cette peinture. Je me suis éclatée, c'était fun, puis c'était reposant, enfin... Voilà, c'était vraiment cool, même si je suis pas hyper fan des tortues, voilà, oui, voilà, je suis pas fan des tortues, mais c'était cool à faire, et du coup je me dis ça peut être intéressant de, tu vois,
de faire d'autres peintures comme ça, des films des années Sur 80. cette thématique-là. Et que j'aime bien. Moi, moi, les films des années 80, 90, j'adore, tu vois, les classiques genre Jurassic Park, Ghostbusters. 90, hein. Ouais, bah oui, 90-80, j'ai dit. Ouais. Donc, tu vois, tout ça, je me suis dit, putain, ce serait cool. Et en fait, ce qui serait intéressant aussi, c'est de prendre une scène tirée du film et de la faire en peinture, en fait. Pas juste une image, je trouve, sur Google Images, tu vois, genre... Ouais. Moi, j'aime bien aussi faire, tu vois, genre, en plus, comme, tu vois, je fais de l'animation, faire un moment clé du film. Oui, qui raconte quelque chose, du avec coup. une belle pause, ouais, Mais tu vois. c'est pour ça que c'est drôle que l'image que t'as choisie des Tortues Ninja, tu pensais que c'était un moment du film, mais c'est pas un moment du film. Mais c'est fou. Mais en plus, je l'ai vu ce film, tu vois. Il était marrant, c'est marrant. Puis en plus, il est bien, hein. Mais oui, puis en plus, avec les costumes, enfin, franchement, c'est génial. Il est génial ce film. Oui. Il ne pourrait pas exister aujourd'hui en fait. Oh non, il pourrait pas. Ouais, non, ce serait trop cheap. Les gens ils trouveraient, c'est quoi ça? En fait, moi je dirais pas ça parce que moi je trouve plus vivante que celles de Michael Bay par exemple qui sont en 3D. Oui, mais c'est plus au niveau de ce que ça raconte. C'est un film pour enfants qui est hyper sombre. C'est hyper sombre en fait. Puis c'est hyper dark. Mais justement, moi ça fait très longtemps que je l'avais pas vu parce que moi je l'ai vu qu'une fois. C'est Florent qui m'avait fait. En fait, Florent il m'a fait découvrir plein de films des années 80. Robocop, c'est son film par excellence. Tortue Ninja pareil. Donc du coup, moi il m'a fait découvrir tout ça. Avant je regardais pas moi tout ça. Et je me souvenais pas qu'il y avait pas cette scène en fait. Enfin pour moi quand j'ai tapé Tortue Ninja sur Google pour trouver un truc sympa, j'ai vu cette image, je me suis dit mais elle est parfaite cette image. Il y a tout de mignon, enfin la scène, la mise en scène, tout ça, l'éclairage il est parfait. Ça pourrait faire. Je la voyais trop en peinture en plus. Ouais. Et comme ça faisait scène de film, ça faisait clairement, j'ai fait pause et puis voilà quoi. Et je me suis dit elle est dans le film, puis au final non, elle est pas dans le film. On va passer à la dernière question. Ouais. Est-ce que tu aurais un conseil aux jeunes qui écoutent et qui apprennent à dessiner, un conseil pour apprendre à dessiner? Ou apprendre peut-être à aller un peu plus loin, justement, peut-être faire de la peinture. Tu peux répondre à la question que tu veux en fait. Qu'est-ce que je pourrais dire? Ce que je pourrais dire, c'est que si les gens qui apprennent à dessiner, en fait, il faut pas qu'ils se... Parce que tu sais, quand t'apprends à dessiner, des fois tu peux regarder des tutos et tout, mais il faut pas justement qu'ils se cantonnent à ça en fait. Chaque personne en fait a son style propre. Ouais, bien sûr. Voilà. Il faut pas se dire, ah c'est comme ça qu'on dessine, ah non c'est comme ça qu'on dessine. Tu vois, parce que des fois, forcément, même les tutos de peinture, les artistes vont t'apprendre leur manière de peindre ou de dessiner parce que, ils savent faire comme ça, tu vois, donc eux ils t'apprennent, tu vois, pédagogiquement comment il faut faire. Mais c'est juste une base en fait. Après, il faut savoir en fait tirer parti de tout ça pour justement exprimer son style, tu vois, totalement, tu vois. Je pense que les gens qui regardent des tutos, ils sont à la recherche de techniques. Ouais. Et pour pouvoir après s'exprimer, enfin j'imagine que... En fait, pour les gens qui apprennent à dessiner, vraiment, moi je te parle vraiment de la personne qui se met dans le dessin. Ouais. Faut pas qu'elle se dise, moi je vais dessiner comme lui, alors je vais faire... C'est pas possible, en fait. Même moi, une peintre que j'adore, je veux absolument avoir son style, j'aurai jamais son style. Mais pour le coup, elle t'inspire, elle te motive, parce elle que m'inspire, tu peux voir un objectif à atteindre, je voudrais dessiner comme lui. C'est ça. Mais au final, tu le feras pas, et c'est très bien. Mais il n'y a pas une manière de dessiner, genre c'est comme ça qu'on dessine, c'est comme ça qu'il faut faire. C'est aux gens d'essayer. Moi je conseille vraiment à fond, moi c'est ce que j'ai fait depuis toujours, c'est toujours essayer des médiums différents, peinture, aquarelle, gouache, pastel, n'importe quoi, Photoshop, vraiment tout. Même si ça marche pas au début, parce que ça va pas marcher au début. Au début, vous avez, sur 10 dessins, il y en a 8, ça va être nul. Et il y en a 2, ça va faire « Ah, c'est intéressant ça. Tiens, je vais aller par là plutôt. » Puis il faut être à l'aise aussi, tu vois. Et il faut pas se cantonner à juste dire « Ah bah moi, c'est comme ça que je vais dessiner. Ah non, lui il a dit qu'il faut faire comme ça, alors c'est comme ça qu'il faut faire quoi. » Non, chacun a une façon différente de dessiner, comme chacun a une façon différente de tenir son crayon, tu vois. Ouais. Ok. Ouais. Voilà. C'est cool. Si c'était un super conseil. Si, c'est super, c'est cool. Merci beaucoup. Merci. Merci pour cette interview, c'était super et ça a duré hyper longtemps. Combien? Je sais pas, plus d'1 heure, on en est à... Sérieusement? Ouais, la vache. On est à 1h15. Je pense que tu vas devoir couper... Non, je vais rien couper parce que c'était vraiment super. Sérieusement, je pense qu'on va tout garder. Ah ouais? Je sais pas, après il y a dit... Ouais. Et écoute, je vais mettre tous les liens de ton Insta et puis t'as pas de site? J'ai une page Facebook, mais après, c'était histoire de faire une page. Ouais, ok. C'était pour pas faire chier les gens, tu vois, dans leur fil. Ah oui.
Ok, bon bah alors je mettrai tes liens en tout cas dans la description. Ça marche. Et merci encore pour le tableau de Michael. Bah, Ça va être trop bien. ouais, ben écoute, attends de voir ça fini. Donc si les gens ils ont des commandes, il y a de faire et ils pourront alors. Alors, et honnêtement, t'es le premier à me passer commande. Et moi, ça me faisait un peu peur parce que comme je commence la peinture à l'huile depuis pas longtemps, je me suis dit, est-ce que c'est un peu urgent ce que je fais ? Mais oui, l'idée, c'est que à terme, j'aimerais bien faire des petites commandes, tu vois. Ouais. Et c'est vrai que si ça tourne autour du... Si ça reste dans ta thématique, c'est film cool. Film des années 80 et tout, tu vois... ouais, c'est cool. C'est cool. Carrément. Bah après, j'ai d'autres projets que ça, tu vois, mais... Ouais, mais pour l'instant, c'est... On va pas en parler, sinon on va être encore... Oui, mais on va repartir le encore, là. Ça va durer 2 heures. Bon, bah c'est cool. Merci beaucoup. Et bah merci à toi. Merci encore Sophie pour cette interview et merci pour le tableau magnifique que tu as fait. Alors malheureusement Sophie va pas pouvoir faire de tableau à la peinture à l'huile à gagner pour le mois prochain, mais il y a néanmoins un magnifique dessin qui est sous mes yeux et que vous pourrez trouver dans le blog du post du podcast. Pour gagner ce dessin, c'est très simple, il vous suffit de liker, commenter et partager cet épisode sur les réseaux sociaux. Je tirerai au sort le gagnant lors du prochain podcast. Et d'ailleurs, on y va pour le tirage au sort du dernier podcast de Anna Lubinski. Benny Boudreau. Wouh, Benny Boudreau, si t'écoutes, envoie-moi tes coordonnées sur Facebook ou sur Insta. Tu recevras ton dessin très vite. D'ici là, je vous dis à la prochaine fois. Merci encore et à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté le podcast Apprendre le dessin avec Yo du blog apprendreledessin.com. That's all, folks.